Go. C'est bon. OK. Bonsoir, mesdames et messieurs. Juste pour vous dire que nous avons une absence motivée qui est M. le maire Pierre Poirier et ça me fait plaisir de le remplacer pour la séance de ce soir. Présentement, nous allons procéder à l'ouverture de la séance ordinaire en lisant l'article qu'on lit à toutes les fois pour Mme Lalonde. Allez-y donc. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 26 mai 2021, le décret numéro 699-2021 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 4 juin 2021. Considérant que la municipalité est maintenant au niveau d'alerte orange et que des mesures s'appliquant à ce palier d'alerte sont présentement en vigueur, notamment que toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, je m'excuse, M. Brisson. Je fais Oui. juste un petit changement. Sous la présidence de M. Pierre Poirier, la séance ordinaire est ouverte. Là. Je changerai ça parce que ce n'est pas M. Pierre Poirier. Ça va être modifié, M. Levert. Merci. Donc, on peut dire qu'il est actuellement 20h53 et qu'on ouvre la séance. Adoption de l'ordre du jour de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut proposer l'ordre du jour? Proposé par? Oui. Proposé. Par Lise? Parfait. Maintenant, à la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour, il y a deux dossiers en particulier. Donc, à l'item 8.1, c'est l'adoption du règlement modifiant certains règlements pour les ateliers municipaux et nous répondrons à ces questions quand nous serons rendus à l'item 8.1. Et il y a un autre dossier qui a eu des questions, c'est à l'item 11.3. Nous ferons la même chose, nous répondrons aux questions quand nous serons rendus à cet item. Maintenant, à l'item 4, approbation des procès-verbaux. Excusez-moi, M. Brisson. Oui. Il y avait lieu de faire le dépôt de la pétition qui a été envoyée. C'est vrai, je l'avais pris en note. Donc, il y a la pétition qui a été envoyée pour le dossier qui était de changement de zonage. Madame Gauthier, vous faites le dépôt de la pétition? J'en fais le dépôt de cette pétition-là qui comprend 1658 signatures. Parfait. Merci beaucoup. L'approbation du procès-verbal du 4 mai 2021, procès-verbal du 19 mai pour les ateliers municipaux, puis le procès-verbal du 19 mai 2021. Qui en fait proposition? Je propose. Proposé par Carole. 5.1, subvention aux organismes à but non lucratif. Madame Lalonde. Considérant que différents organismes sans but lucratif demandent à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents à leur activité respective, je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes. Fondation Tremblant, 200 $. Relais pour la vie, 100 $. C'est la Société canadienne du cancer, le Relais pour la vie. Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, 1100 $. Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant, 367,92 $. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 5.2 retiré. 5.3, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 271-2-2021. Madame Master. Considérant que le contexte... C'est moi. Oh, excusez-moi, okay. C'est Madame Lalonde. Excusez-moi. Madame Lalonde. OK. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté à une séance subséquente pour adoption un règlement numéro 271-2-2021, amendant le règlement
2019 sur la gestion contractuelle afin d'ajouter des dispositions favorisant les biens et services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec et procède au dépôt du projet de règlement numéro 271-2-2021. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, à 5.4, c'est un appui au projet de relance de l'abattoir de Fermeneuve. Madame Oster. Considérant le contexte actuel de la pénurie généralisée d'abattoirs de proximité au Québec, ainsi que la prise de conscience de l'importance de l'achat local et de l'occupation du territoire auprès des consommateurs, qui joue maintenant d'autant plus en faveur de la réussite d'un tel projet. Considérant que l'agriculture dans la MRC Antoine Labelle représente des revenus annuels bruts de 43,5 millions de dollars générés par 220 entreprises agricoles de toute taille réparties dans toutes les municipalités, dont 45 entreprises spécialisées dans l'élevage bovin généré 4,9 millions de dollars et cultivé près de 6 millions de terres agricoles, mais que depuis 2010, la MRC a perdu près du tiers de ses éleveurs. Considérant que la majorité des animaux élevés dans les régions prennent actuellement la route des Encans pour rejoindre les parcs d'engraissement situés au sud de la province et de l'Ontario. Considérant que le projet de relance de l'abattoir de Fermeneuve permettrait de donner l'élan nécessaire au développement d'une filiale créatrice de richesse pour la région, de consolider les entreprises existantes, d'encourager la relève et d'accroître la part de mise en marché de proximité en offrant un produit de qualité aux consommateurs de la région. Donc, je propose d'appuyer la relance de l'abattoir de Fermeneuve et de soutenir les producteurs agricoles de la région ainsi que l'Union des producteurs agricoles de la Lièvre dans leur démarche afin d'atteindre cet ultime but. Que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. À 5.5, c'est un avis de motion décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2021. Monsieur Levert. Oui. Donc, je dépose l'avis de motion. Non, c'est pas ça. Projet de règlement. Donc, je présente à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet qu'il sera présenté une séance subséquente pour adoption un projet de règlement numéro 283-2-2021, amendant le règlement 283-2020, décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2021 afin de modifier certaines compensations pour le service de collecte et de traitement des matières résiduelles et procède au dépôt du projet de règlement 283-2-2021. Parfait. Merci, M. Levert. C'est un dépôt. Maintenant, à 6.1, en trésorerie, c'est l'approbation de la liste des déboursés. M. Levert. Oui, je veux commencer par vous présenter le tableau des déboursés d'au-dessus de 10 000 $. Et comme je n'ai pas mon ordinateur, c'est un petit peu plus long, le voici. Donc, le premier, c'est la réhabilitation ancienne de la série Dufault, le décompte numéro 3 pour 1 888 148 $. Le deuxième, c'est la réfection rue Pisciculture, décompte numéro 1, 215 834 pour Excapro, les deux Excapro, je m'excuse. Le troisième, le fournisseur, c'est Englobe, surveillance des travaux ancienne série Dufault, 39 109,90 $. Groupe Villeneuve, balayage et nettoyage des rues, stationnement, 2021, 27 155 $. La Banque Royale du Canada, 11 109 $, c'est pour le règlement d'emprunt. GHD Consultant Limité, 14 481 $, c'est la surveillance et contrôle des travaux qui se sont faits sur le terrain de l'ancienne série Dufault. Et puis, le dernier, 84 243,50 $, c'est pour la MRC des Laurentides. C'est la contribution MRC et des frais de gestion des fausses alarmes. Donc, je vous lis la résolution. Considérant que la liste des déboursés numéro 365-05-2021 du 22 avril au 19 mai 2021 totalise 2 639 049,68 $, et se détaille comme suit. 2 228 323 $ pour les chèques, 307 320,20 $ pour les transferts bancaires et 103 046 $ pour les salaires, pour un total de 2 639 049,68 $. Donc, je propose d'approuver la liste des déboursés portant le numéro 365-05-2021
ainsi que la liste des salaires du 22 avril au 19 mai pour un total de 2 639 049 et 68. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Fait. Maintenant, à 6.4, c'est un dépôt, le dépôt de la liste des autorisations des dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Monsieur Bélanger, vous en faites le dépôt? En fait le dépôt, M. Brisson. Parfait. Maintenant, un autre dépôt, c'est le dépôt du vérificateur pour l'audit que nous avons eu aujourd'hui. Monsieur Bélanger, est-ce que vous en faites le dépôt? J'en fais le dépôt et j'aimerais aussi souligner les commentaires du vérificateur, M. Forgette, évidemment, à l'effet que la vérification s'était bien passée, qu'il n'avait rien trouvé d'anormal dans la vérification faite, qu'il avait eu une bonne collaboration de la municipalité dans ça et qu'il félicitait le conseil et les administrateurs pour les résultats obtenus, parce que la municipalité, encore une fois, là, a des résultats financiers très enviables. Parfait. J'en fais le dépôt. Merci beaucoup, M. Bélanger, puis félicitations à tout le monde. À 6.6, affectation d'une partie des surplus libres, M. Levert. Considérant que la municipalité a terminé son année financière 2020 avec un surplus budgétaire, qu'il y a lieu d'affecter la partie du surplus généré par les secteurs égouts, matières résiduelles, barrage de lac Colibri et sécurité publique, je propose de procéder à l'affectation d'une partie du surplus libre comme suit. 20 024,51 aux égouts, 99 310,12 matières résiduelles, 548,99 barrages du lac Colibri et 8 627,80 à la sécurité publique pour un total de 128 511,49 $. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Si? Oui. Maintenant, nous sommes rendus au greffe. C'est un autre dépôt, un dépôt du certificat attestant l'approbation pour les personnes habiles à voter du règlement numéro 286-2021, décrétant l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement et autorisant un emprunt de 320 000 $. Monsieur Bélanger, vous en faites le dépôt? Certainement, M. Brisson. Parfait. Tout est conforme. Parfait. Merci beaucoup. Maintenant, aux travaux publics, à 8.1, nous allons, comme je disais tantôt, passer à la période de questions, c'est-à-dire que les questions que nous avons eues de la part du public. J'aimerais dire, avant de commencer à lire les questions, que tout le conseil au complet aimerait beaucoup mieux répondre à ces questions-là de vive voix avec vous directement en assemblée, mais étant donné le confinement, nous sommes encore obligés d'aller sur forme Zoom et nous allons procéder. Mais nous avons hâte, en tout cas, de vous voir là, parce qu'on est un peu saturé. Maintenant, Mme Gauthier va lire les questions et je vais essayer de vous résumer les réponses. Mme Gauthier. Oui, on commence. Alors, la première question qui nous a été, on en a 13 en tout. On va commencer par la première. Nous aimerions, dans un premier temps, avoir des données actualisées et projetées sur le ratio d'endettement de la municipalité. Bon, voici, il y a eu, lors de la dernière assemblée spéciale sur la présentation des travaux du dossier de la construction des ateliers, il y a eu un tableau de présenté par M. Jean-Simon Levert. Donc, je vous invite à aller voir. Et en plus, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau, il y a eu des questions aussi au niveau de l'endettement. Je voulais juste vous dire que la municipalité, au niveau de l'endettement, nous sommes très, très bien positionnés. C'est à savoir que le service de la dette, charge nette sans amortissement, plus remboursement de la dette à long terme, variation du fonds d'amortissement. La municipalité se situe à un pourcentage de 13,57. Dans la même catégorie, mais des municipalités qui sont comparables à nous, le taux pour eux est de 16,83, donc on est inférieur. À la MRC, c'est un taux de 14,11, donc nous, on est encore inférieur. Et dans la région administrative, c'est-à-dire dans la région des Laurentides, le taux est à 17,25. Et si on parle du taux au Québec, qui est à 19,24, comme vous pouvez voir, notre taux d'endettement est très inférieur.
Maintenant, l'endettement total net à long terme par unité d'évaluation. À Saint-Faustin, notre taux est de 2 517 comparativement aux municipalités comparables qui est à 3 717. À la MRC, 2 458 pour ce qui est dans la région administrative, qui est de 4 233 et si on parle pour le Québec, c'est de 6 924 Donc, j'espère que ces réponses ont pu vous satisfaire. Maintenant, passons à la question numéro 2. Madame Gauthier. Oui, alors la question numéro 2. Il est mentionné que lors de l'élaboration du projet, un comité de travail avait été mis en place. Qui faisait partie de ce comité? Au-delà de l'établissement de besoins actuels et projetés, y avait-il une représentation citoyenne pour faire valoir le point de vue du contribuable quant à la capacité de payer? Oui, voici. Les membres du comité pour l'élaboration du PFT, c'est-à-dire le programme fonctionnel et technique. Il y avait le consultant François Imry, architecte. Il y avait le directeur général, M. Gilles Bélanger. Il y avait le directeur des travaux publics, M. Martin Letarte. Il y avait le maire, M. Pierre Poirier. Il y avait la conseillère Lise Lalonde, qui était responsable des bâtiments. Et il y avait moi comme responsable des travaux publics. En sous-comité, il y avait le contremaître Richer Dumoulin et les employés Code Bleu qui ont été consultés tout le long du projet. La représentation des citoyens étant assurée par les membres du conseil qui sont des citoyens et qui sont élus pour représenter les citoyens. Donc, on ne jugeait pas nécessaire d'avoir un citoyen dans ce comité. Et voilà. Merci. Et question 3. Troisième question, quels étaient les différents scénarios qui ont été considérés? Y a-t-il eu une analyse des avantages et inconvénients pour chacun d'entre eux? Aviez-vous en main un estimé réaliste des coûts pour chaque scénario et peut-on en prendre connaissance? Donc, oui, sur une période de 2 ans, plusieurs scénarios ont été regardés, autant pour le type de construction que l'emplacement optimal de construction, mais la solution retenue est la seule qui répond aux besoins établis par le PFT. Pour vous dire que oui, c'est ça qui est la réponse. Merci beaucoup. On peut passer à la question suivante. La question numéro 4. Autre que la solution retenue, avez-vous envisagé un scénario alternatif moins coûteux, mais qui répondrait quand même aux besoins essentiels, sur une base de must-have versus nice-to-have? Bon, des scénarios pour modifier, c'est-à-dire qui ont été regardés pour la grandeur requise, qui ont été analysés, mais il n'y a pas eu d'impact nécessairement qui en est découlé. La seule chose qu'on a regardé beaucoup, c'était nos besoins futurs, qui, en fin de compte, étaient toujours dans notre esprit, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait quelque chose pour immédiat ou on va un peu plus pour le futur? Et premièrement aussi, ce qu'on voulait dire, c'est que le projet requis actuellement, c'est qu'il y a une subvention qui est là, qui est comment je peux dire, pour le projet qu'on me présente, un projet qu'on présente. Si on en présente un deuxième, la subvention n'est plus là. Donc, on en tient compte. C'est un peu ça. M. Bélanger, est-ce qu'on a d'autres arguments à dire à cette réponse? Bien évidemment que dans le contexte du projet présenté, la subvention que vous faites état est rattachée au projet présenté. Les analystes du ministère qui confirment la possibilité de la subvention analysent plusieurs critères qui sont, entre autres, les besoins actuels et les besoins à court terme. Puis, le projet doit répondre à ces critères d'évaluation-là, puis c'est là-dessus. Une subvention n'est pas accordée seulement sur le contexte des sommes dépensées, mais bien sur l'ensemble. Le ministère démontre à chaque fois maintenant qu'ils ne sont pas là pour supporter des projets qui n'ont pas une viabilité à long terme ou qui ne pourraient pas répondre aux besoins de la municipalité. Fait qu'un projet autre qui serait présenté
ne bénéficierait peut-être pas de l'entièreté d'une subvention ou même peut-être voire même pas de subvention du tout. Fait qu'effectivement, actuellement, c'est le projet présenté qui bénéficie d'une subvention de l'ordre de 3 millions, qui est le montant maximal à obtenir pour le type de projet. Parfait, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, un rapport final a-t-il été produit et la population peut-elle en prendre connaissance? Bon, il n'y a pas eu de rapport final regroupant l'ensemble des analyses effectuées, mais chaque étape a été soumise aux personnes responsables du dossier pour validation et approuvée par les membres du conseil municipal. C'est-à-dire que le PFT avait, à toutes les réunions, le PFT avait un compte-rendu de la réunion et ça fait partie des documents de travail. Donc, mais il n'y a pas de rapport final. OK. Question suivante. Oui, vous avez remarqué, là, c'est quand même des sous-groupes de questions. Là. Il y a parfois 2-3 questions là, qui viennent ensemble. Alors, pourquoi avoir décidé de relocaliser le personnel du service d'urbanisme et environnement? Y a-t-il vraiment des synergies évidentes avec le service de la voirie? Et dans le contexte où de nouvelles formules sont apparues récemment, comme le télétravail, est-ce que l'évaluation des besoins de l'espace bureau en a tenu compte? Le service de l'urbanisme et de l'environnement n'est pas relocalisé. La seule avenue envisagée est d'utiliser des espaces des travaux publics au sous-sol pour les besoins de rangement des services de l'urbanisme et de l'environnement et du service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, qui ont vu leurs besoins en termes de rangement d'équipements divers augmenter avec les services offerts à la population. Exemple, l'environnement, bon, actuellement, dans un autre endroit, est serré, par exemple, la chaloupe, le moteur. Donc, c'est tous des équipements qu'on pourrait ramener à l'hôtel de ville et qui ce serait beaucoup plus simple pour nous, pour le service d'utiliser les espaces requis. Mais il n'y a pas de relocalisation des employés. Tout le monde reste à leur poste de travail. Merci. Question suivante. Quelle est la valeur réaliste au marché des immeubles excédentaires qui découleront de la relocalisation? Une question bien difficile à établir. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que la valeur l'étude des valeurs a été faite des immeubles en 2017 et que l'immeuble n'a pas encore été évalué au marché actuel. Avec le marché actuel, il serait hasardeux de lancer un chiffre un peu ou à peu près, là. De plus, ces immeubles ne pourront être vendus avant la réalisation complète de la construction des nouveaux ateliers, soit 22 et fin 23. Donc, à ce moment-là, le coût du marché, la valeur des immeubles excédentaires serait alors réévalué par des professionnels à ce moment-là. C'est difficile à établir. Question suivante. Le choix ayant été fait de remiser tout le matériel roulant, incluant les camions, à l'intérieur, ceci engendre donc une grande surface à chauffer. Le bâtiment proposé sera-t-il éco-énergétique? Évidemment, les critères de construction ont tenu compte des techniques permettant la réduction d'énergie. Il faut aussi considérer que la plus grande surface d'entreposage pour les véhicules est séparée des autres locaux de façon à y maintenir la température à un degré minimal. C'est-à-dire, où est l'entreposage des camions en hiver, on tient la température environ à 5 degrés. D'autres exemples d'actions ont été posés pour réduire le coût énergétique, la fenestration orientée vers le sud, l'orientation du bâtiment, les matériaux utilisés, la circulation des véhicules limitant la durée des ouvertures des portes, etc. Il faut considérer aussi que d'avoir les camions à l'intérieur, il y a une économie d'essence du diesel, parce qu'à l'extérieur, le temps de réchauffer votre camion, c'est au moins 30 minutes. Et puis, le fait que les camions soient à l'intérieur, on peut, le soir, les charger de sel et de sable qui est déjà préparé dans les camions. Puis, le matin, c'est prêt à partir. Donc, il y a une économie d'essence et de temps pour les hommes, parce que quand vous faites chauffer votre camion à l'extérieur pendant 30 minutes, les hommes attendent à l'intérieur, puis c'est du temps perdu. Donc, tout ça a été pensé, puis voilà la raison pour laquelle les véhicules, il est préférable de les faire
les avoirs à l'intérieur. Maintenant, question numéro 9. Quelles sont les mesures prévues pour minimiser les impacts environnementaux? Exemple, entreposage, manutention de matières dangereuses, contrôle des déversements accidentels, etc. Et les coûts de celles-ci sont-elles inclus dans le coût du projet? Les études environnementales nécessaires ont été réalisées. Nous nous sommes assurés que l'entreposage et la manutention des produits potentiellement dangereux soient sécuritaires et rencontrent les normes prescrites à ce jour, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les installations actuelles. Donc, c'est sur un nouveau bâtiment, c'est des nouvelles installations, c'est des nouvelles normes, donc il faut que ça soit mis à jour. Et c'est contrôlé par le gouvernement puis par nos spécialistes. Est-ce qu'il y a des gens là, parmi les gens du Conseil qui ont des choses à rajouter là-dessus? Parfait. Monsieur Brisson, vous faites très bien ça. Merci. Passons à la question numéro 10. Vu la conjoncture actuelle dans laquelle les coûts de construction explosent à cause d'une trop forte demande à court terme, est-ce que les soumissions reçues sont fermes ou comportent des clauses permettant les dépassements de coûts? Pour ça, je peux vous dire que le prix de la soumission est valide pour 120 jours avec une possibilité de prolonger de 30 jours. Maintenant, comme M. Bélanger le disait tantôt, il y a la question de la subvention, mais avez-vous d'autres ajouts à faire, M. Bélanger, à ce niveau-là? Non, actuellement, c'est évidemment que c'est ça, mais il faut bien comprendre aussi que lors que le dossier cheminera, il reste une étape à la subvention qui est la lettre d'annonce du ministre. Actuellement, on a une promesse, un genre d'intention que le projet est éligible à ça. D'ici quelques semaines, le dossier est complété auprès des instances et on devra recevoir la lettre d'annonce qui va venir confirmer officiellement. Et à partir de là, ça nous permettra de confier le mandat à l'entrepreneur. Et à ce moment-là, le délai n'existera plus non plus parce qu'une fois le contrat qu'on donnait à l'entrepreneur, il est lié directement avec la municipalité par contrat avec la soumission déposée. Le délai est parti depuis l'ouverture des soumissions, est valide, comme vous dites tantôt, 120 jours, plus une possibilité de prolonger de 130 jours qui garantit les prix. Et il est fort possible qu'avant ça, on ait, si le processus continue, de confier le contrat à l'entrepreneur. Donc, là, à ce moment-là, il sera lié par contrat et devra exécuter le contrat selon les normes dictées à vie. Parfait, merci. Sous-question. Oui, il y avait une sous-question ici. Est-ce qu'un report de la construction a été considéré? Après l'ouverture des soumissions, la possibilité de reporter les travaux a été analysée. Cependant, les renseignements recueillis auprès des analyses du MAMH ou d'autres professionnels ne laissent pas entrevoir un retour au prix pré-pandémie avant plusieurs années et peut-être même pas du tout. Donc, on pense que la réponse qu'on nous donne, c'est peut-être pas avant 2024, mais il y a des rumeurs qui disent aussi que prochainement, peut-être qu'il y aura une baisse significative, mais il n'y a rien de certain encore. Mais en tout cas, on voit que les matériaux baissent un petit peu, mais pour le moment, c'est la réponse qu'on nous donne. Question numéro 11. Oui. Avez-vous consulté des municipalités comparables qui ont construit récemment ou projettent de construire des installations similaires? Oui, plusieurs municipalités ont été consultées et visitées et les renseignements ont été consignés dans le PFT et considérés au processus décisionnel. Mais je peux rajouter qu'à tous les endroits qu'on a fait, que ça a été Tremblant, Mirabel, Sainte-Lucie, plusieurs autres endroits qu'on a vus, tout le monde nous disait carrément, ne faites pas la même erreur que nous. Prévoyez pour le futur parce qu'eux, aussitôt les travaux terminés, quand le personnel est rentré, l'équipement est rentré, déjà c'était trop petit, donc il faut déjà prévoir un agrandissement. Donc, donc, à ce moment-là, l'agrandissement, il n'y a pas de subvention possible. Tandis que là, actuellement, nous, en prévoyant un peu pour le futur, on profite de la subvention. Et c'est pour ça que, oui, il y a eu beaucoup de consultations de faites, je peux vous dire. Maintenant, la question numéro 12.
Le garage municipal sera situé sur un terrain à haute valeur marchande. On met en guillemets prime location. Avez-vous envisagé de relocaliser l'atelier municipal à un autre endroit et revendre ce terrain pour amoindrir l'impact financier? Comme il a été abordé brièvement à la question numéro 3, le choix de l'emplacement a été le premier élément qui a été déterminé avant même le début des travaux du PFT. Nous avions identifié 5 terrains ayant du potentiel de répondre à nos besoins. Une fois le processus d'analyse complété, le seul terrain ayant toutes les qualités nécessaires est le terrain actuellement retenu. La valeur commerciale de ce terrain est diminuée à cause du non-accès à partir de la route 117. Par contre, pour les besoins de la municipalité, son emplacement est idéal, étant situé à proximité, c'est-à-dire des noyaux villageois, pour faciliter les déplacements de certaines machineries et équipements. Les activités des nouveaux villageois représentent plus de 50 de l'ensemble des activités des travaux publics. De plus, il est situé à l'extérieur de ce noyau, limitant ainsi les nuisances occasionnées par les opérations qui peuvent s'effectuer 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, surtout en période d'hiver. Les autres terrains ne répondaient pas nécessairement à tous ces critères, donc c'était le choix logique pour nous et le PFT a décidé. C'était celui-là qu'on choisissait. Le conseil a décidé aussi. Merci. Question suivante. Après avoir vécu un feu de camion dans le garage du sous-sol de l'hôtel de ville, quelles mesures additionnelles ont été mises en place pour éviter que le scénario se répète dans le nouvel atelier qui comporte un garage pour les camions? La nouvelle construction ne peut pas empêcher ce type d'événement, ça c'est sûr et certain, relié à une défectuosité mécanique. Par contre, la nouvelle construction est conçue afin de limiter les impacts entre les usages, comme ce n'est pas le cas actuellement à l'hôtel de ville. Des murs pare-feu ont été prévus et un système de gicleurs pour la protection incendie est prévu. Si on compare avec le feu qui a eu lieu au sol de l'hôtel de ville, l'impact a été très, très lourd, dans le sens qu'il a fallu tout relocaliser tout le personnel, sortir tous les ordinateurs, tout nettoyer. Ça a été quelque chose de spécial, chose qui n'arrivera pas au niveau local. Maintenant, il y a eu une autre question, si on peut dire. Il reste à répondre si le Conseil souhaite faire une consultation publique. Ça a été posé comme question. Puis, suite à la présentation de la séance spéciale qu'il y a eu, le Conseil considère que le processus actuel de registre et approbation du règlement d'emprunt fait foi de la consultation. Donc, je vous invite à vous prononcer à ces éléments-là. Et ça met fin, je crois, à la période des questions. Madame Gauthier, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Non, ça fait le tour de ce qu'on avait, effectivement. Parfait. Est-ce qu'il y a selon les membres du Conseil, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? Oui, Jean-Simon. Moi, juste pour compléter, là, effectivement, comme tu dis, André, on considère que la tenue du registre, si possible. Mais vous savez qu'on a fait une séance extraordinaire, on a présenté le projet. Maintenant, on vient de répondre aux questions. Fait qu'effectivement, là, avec toute cette étape-là, c'est ce qu'on considère l'étape de consultation publique. Merci beaucoup, Jean-Simon. Maintenant, la lecture de l'article 8.1 qui est M. Bédard. Oui, M. Dromer. Considérant que depuis l'adoption du règlement numéro 272-2019 décrétant la construction des ateliers municipaux, le Conseil municipal a amendé son projet et a procédé à un appel d'offres. Considérant que le montant de la plus basse soumission conforme reçue est plus élevé que le montant décrété au règlement 272-2019, considérant que la municipalité a décrété par le biais du règlement numéro 272-2019 une dépense de 4 740 000 et 550
et un emprunt de 4 740 750 pour le projet de construction des ateliers municipaux. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement 272-2019 afin de pourvoir aux coûts excédentaires constatés lors de l'ouverture de la soumission, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 4 mai 2021 et que le projet de règlement a été déposé le 19 mai 2021 lors d'une séance extraordinaire, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement numéro 272-1-2021, modifiant le règlement numéro 272-2019, décrétant la construction des ateliers municipaux afin d'augmenter l'emprunt pour un montant additionnel de 5 327 227 $. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Fait. À 8.3, c'est un octroi d'un contrat à Québec Linge, service d'uniforme pour location de vêtements de travail et de tapis. C'est Mme Lalonde. Considérant que l'entreprise Québec Linge, service d'uniforme, offre à la municipalité une entente de 36 mois pour la location et l'entretien de vêtements de travail et de tapis pour l'entrée de l'hôtel de ville pour la période hivernale, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat de service avec Québec Linge, service d'uniforme pour une durée de 36 mois du 2 juin 2021 au 1er juin 2024 au coût approximatif de 53,44 $ par semaine plus taxes, incluant la location de tapis pour les 26 semaines de la période hivernale et au coût approximatif de 38,44 $ par semaine pour les 26 autres semaines de l'année, excluant la location de tapis pour un coût total approximatif de 2 388,88 plus taxes par année. Que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. À 8.4, c'est un amendement au règlement décrétant l'acquisition d'un camion 10 roues. Madame Oster. Considérant que le règlement portant le numéro 286-2021 et décrétant l'acquisition d'un camion 10 roues avec l'équipement a été adopté par le Conseil municipal le 2 février 2021. Considérant que le dit de règlement décrète un emprunt de 320 000, considérant que le Conseil prévoyait pour ce règlement se prévaloir des dispositions d'un deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal, considérant qu'il s'avère que les critères requis pour l'application de cette disposition ne sont pas remplis, considérant qu'il est possible de modifier l'édit de règlement par résolution, puisque la modification ne fait pas en sorte d'augmenter la charge des contribuables. Donc, je propose d'amender le règlement numéro 286-2021 comme suit. Retrait du paragraphe suivant. Entendu que la municipalité désire se prévaloir des dispositions contenues au deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal du Québec et de remplacer l'article 1 du règlement 286-2021 par le suivant. Le Conseil est autorisé à effectuer les dépenses pour l'acquisition d'un camion 10 roues avec équipement pour un montant de 331 000 tel qu'il apparaît à l'estimation du coût préparé par Danielle Gauthier, directrice générale adjointe, le 27 mai 2021. Elle est jointe au présent règlement en tant qu'annexe A pour s'en faire partie intégrante, de remplacer l'article 2 du règlement 286-2021 par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil autorise par les présentes à emprunter un montant de 320 000 $ pour une période de 10 ans et à effectuer un montant de 11 000 $ de fonds général. La présente résolution abroge le règlement numéro 11107-05-2021 adopté le 4 mai 2021. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, comité consultatif sur l'urbaniste. À 9.1, une demande de dérogation mineure visant l'affichage sur une propriété. Monsieur Lauzon.
Considérant qu'une demande de dérogation mineure était déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. René Héroux, mandataire pour Club de golf Royal-Laurentien, en faveur d'une propriété située au 2237 chemin du Lac-Nantel Sud, considérant que la dite demande vise à autoriser la construction d'une enseigne détachée, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à l'avis public publié à cette fin, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue. Je propose d'approuver la demande de dérogation mineure en faveur de propriétés situées au 2237 à la condition suivante que la hauteur maximale des enseignes soit de 4,87 mètres, le tout conformément à la recommandation du CCE. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À 9.2, c'est une demande d'approbation en vertu du PIA 003. M. Lauzon. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. René Héroux, mandataire pour Club de golf Royal-Laurentien, en faveur d'une propriété située au 2237 chemin du Lac-Nantel, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 408, laquelle est assujettie au PIA 003 corridor touristique de la 117, considérant que les travaux projetés visent le remplacement de deux enseignes, une à l'intersection de la route 117 et du chemin du Lac-Nantel Sud, et l'autre à l'intersection de l'allée du Chalet Royal-Laurentien. Considérant que le projet respecte les objectifs du PIA 003, considérant que le comité consultatif d'urbanisme par ses résolutions recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de certificat d'autorisation d'affichage en faveur de propriétés situées au 2237, le tout conformément à la recommandation du CCE. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. À 9.3, c'est une demande de dérogation mineure visant l'aménagement du stationnement situé sur la propriété du 450 rue du Domaine Lauzon. M. Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Marc-André Maheu, mandataire pour Autobus Galant, en faveur de la propriété située au 450 rue du Domaine Lauzon, considérant que la dite demande vise à autoriser l'aménagement d'un accès bidirectionnel d'une largeur de 37 mètres, alors que l'article 127 du règlement zonage prévoit une largeur maximale de 12 mètres pour un accès bidirectionnel d'un usage commercial, considérant que la demande telle que présentée ne démontre pas l'absence de préjudice aux propriétés voisines, considérant que certains points de dérogation mineure demandés peuvent être abandonnés sans causer de préjudice sérieux aux demandeurs et certains autres nécessitent des justifications ou démonstrations supplémentaires, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située au 450. Je propose de refuser la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située au 450 rue du Domaine, le tout tel que présenté, de recommander aux demandeurs de présenter une demande modifiée contenant uniquement les points de dérogation mineure sur lesquels le demandeur considère qu'il subira un préjudice sérieux advenant le refus de la demande de dérogation mineure et qui n'auront pas pour effet de porter préjudice aux voisins et limiter au maximum la portée de ces points. Appuyer sa demande modifiée par un plan de circulation produit par un ingénieur et un plan d'aménagement extérieur produit par un professionnel de l'aménagement paysager. Justifier chacun des points de dérogation mineure demandés, le tout conformément à la recommandation du CCE. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 9.4, je pense que c'est dans le même dossier. C'est une demande d'approbation en vertu du PIA 003 de M. Lauzon. C'est ça, c'est le même dossier. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Marc-André Maheu, mandataire pour Autobus Galant, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CA 707
laquelle est assujettie au PIA 003 corridor touristique de la route 117, considérant que les travaux projetés visent l'agrandissement d'une aire de stationnement existante, considérant que la demande vise aussi à demander la modification du PIA approuvée par la résolution 93-10-09-2017 lors de l'application du permis de construction relativement à des travaux d'aménagement extérieur exécutés non conformément au permis émis, considérant que le comité a recommandé le refus de la dérogation mineure associée à ce dossier et entériner la recommandation de refus de la dite demande, considérant que le projet n'est pas conforme aux objectifs du PIA 003 relativement à l'aménagement paysager et à la plantation de végétaux, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal de refuser le PIA, on propose de refuser le PIA associé à la demande de certificat d'autorisation de stationnement en faveur de propriété située au 450 rue du domaine Lauzon, de recommander aux demandeurs de déposer une demande modifiée contenant en plus des documents déjà déposés, un plan d'aménagement extérieur produit par un professionnel de l'aménagement paysager conforme aux critères et objectifs du PIA 003 relativement à l'aménagement extérieur, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 9.5, c'est une demande d'approbation en vertu du PIA 003 visant à la construction d'un bâtiment accessoire. Monsieur Lauzon. Toujours dans le même dossier. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Marc-André Maheu, mandataire pour Autobus Galant, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CA 707, laquelle est assujettie au PIA 003 corridor touristique de 117, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment accessoire commercial dans la cour latérale, dont la toiture serait de bardeaux d'asphalte, Eco-Cam Bridge, noir double, le revêtement extérieur de clin de vinyle couleur fusain, la porte fascia et les soffits seraient blancs. Considérant que le projet respecte les objectifs du PIA 003, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA de tout aux conditions suivantes: que le revêtement extérieur du bâtiment accessoire soit en acier, corrugué de couleur gris tel que le ton gris le plus foncé de la façade du bâtiment principal, que les moulures fascia et coins du bâtiment soient du même gris foncé que la couleur d'accent du bâtiment principal, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.6, c'est une demande d'approbation en vertu d'un PIA sur la rue Montjoli. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Jean-François Harel en faveur d'une propriété située au 150 rue du Mont-Joli, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 524, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur le sommet et versant de montagne, considérant que les travaux projetés visent la rénovation de 2 galeries, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CTU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.7, c'est une demande de dérogation mineure visant à l'installation d'une antenne. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Yvon Lefebvre en faveur d'une propriété située au 804 à 812 chemin de la Sauvagine, considérant que la dite demande vise à autoriser l'implantation d'une antenne privée en cours avant, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à la vie publique publiée à cette fin, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. 9.8, c'est une demande d'approbation
en vertu du PIA 007 visant la construction d'un bâtiment. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Karine Simard-Champagne et M. David Chaput en faveur d'une propriété située sur la rue Wilson, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HA 736-2, laquelle est assujettie au PIA 007 Carré des Pins, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une résidence unifamiliale, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 007, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis. Le tout à la condition suivante, que le déboisement soit effectué tel que montré au plan d'implantation, advenant la nécessité de déboiser les bandes d'arbres pour des fins de construction. Celles-ci doivent être replantées, le tout conformément à la recommandation du CCE. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 9.9. Une autre demande d'approbation en vertu du PIA visant la construction d'un bâtiment principal sur la rue Montjoli. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Isabelle Dion en faveur d'une propriété située sur la rue du Mont-Joli, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VR 524, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur les sommets et versants de montagne, considérant que les travaux projetés visent la construction d'une résidence unifamiliale, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.10, c'est une demande de dérogation mineure visant la construction d'un bâtiment sur le chemin du lac Rougeau. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Alexandra Généreux et M. Yann Lapostel-Castonguay en faveur d'une propriété située sur le chemin du lac Rougeau, considérant que la dite demande vise à autoriser d'adosser un abri d'auto à une maison et à une remise, considérant que la demande vise les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à la vie publique, publiée à cette fin, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située sur le chemin du lac Rougeau, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Demande d'approbation en vertu d'un PIA visant la construction de 2 bâtiments. Monsieur Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Caroline Ménard, mandataire pour Québec Inc. en faveur d'une propriété située sur la rue principale, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CV 777, laquelle est assujettie au PIA, secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré, considérant que la construction de bâtiments multifamiliaux est assujettie au PIA, considérant que les travaux projetés visent un projet de construction de 2 bâtiments multifamiliaux de 6 logements et l'aménagement des terrains, considérant que l'architecture sera la même pour les 2 bâtiments, considérant que l'aménagement extérieur inclut le nivellement de tous les terrains afin d'implanter les bâtiments, l'aménagement d'une aire de stationnement en cour arrière est accessible par un accès commun, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction en faveur de la propriété, le tout à la condition suivante, que le bâtiment donnant sur la rue principale soit déplacé vers la gauche de manière à ce que la marge de recul latérale droite soit d'au moins 3,12 mètres, en autant que ce déplacement ne cause pas de dérogation au règlement de zonage numéro 194-2011, le tout conformément à la recommandation du CCU.
Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.12, demande de dérogation mineure visant à la construction d'un mur de soutènement. Monsieur Lauzon. Personne n'est en train de s'endormir, là, non? Demande de dérogation mineure visant la construction d'un mur de soutènement. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Edin Zonklik en faveur d'une propriété située au 87 rue de l'Église, considérant que la dite demande vise à autoriser l'aménagement de 2 murs de soutènement d'une hauteur allant jusqu'à 1,8 m en cours avant, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété, le tout conformément à la recommandation du CCU. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 9.14, dans le même dossier, un autre PIA, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Edin Zonlik en faveur d'une propriété située au 87 rue d'Église, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CV 778, laquelle est assujettie au PIA, considérant que les travaux projetés visent le retrait du mur de béton en cours avant existant pour le remplacer par 3 murs de soutènement, considérant que les travaux projetés visent également l'aménagement d'une entrée charretière, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif par sa résolution recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, considérant que le Conseil a également donné la parole à tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette demande avant que les membres du Conseil statuent sur celle-ci, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de certificat d'autorisation, le tout conformément à la recommandation du CCU, le tout tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. À 9.14, c'est une demande d'usage conditionnel. Et à ce stage ici, M. Bédard a une déclaration à nous faire. M. Bédard. Oui, M. le Pro-Maire, je déclare conformément aux dispositions de l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums de la municipalité que je suis susceptible d'être en conflit d'intérêts sur cette question en raison du fait que je suis personnellement propriétaire de résidence de tourisme, de même que ma conjointe. Je m'abstiens donc de participer aux délibérations et de voter. Merci, M. Bédard. Donc, c'est une demande conditionnelle sur une propriété sur le chemin du lac Caché. M. Lauzon. Considérant qu'une demande d'usage conditionnel a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Marc Lévesque en faveur d'une propriété située au 1175 chemin du lac Caché, considérant que la dite demande vise à ajouter l'installation d'un sport pour une résidence de tourisme, considérant que le Conseil a, par la résolution, refusé la demande d'usage conditionnel visant à l'ajout d'un sport en faveur de la propriété située au 1175 chemin du lac Caché, considérant que le conseil municipal, après avoir pris connaissance d'un nouvel argumentaire de la part du requérant, a choisi de reconsidérer sa décision, considérant que le conseil a donné l'occasion à toute personne ou organisme désirant se faire entendre sur cette demande de transmettre ses observations selon l'une des méthodes décrites à la vie publique publiée à cette fin le 17 mai 2021, considérant qu'aucune demande ou observation écrite en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'accepter la demande d'usage conditionnel aux conditions suivantes. Que le spa ait un maximum de 4 places, que l'utilisation du spa ne soit pas possible entre 11h et 9h, qu'à cette fin, un mécanisme d'arrêt automatique soit installé par le propriétaire et programmable par lui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Maintenant, nous allons passer à urbanisme et environnement. À 11.1, c'est l'adoption d'un règlement. Monsieur Lauzon.
Considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin d'ajouter l'usage d'habitation unifamiliale en rangée dans une partie de la zone HA 768, considérant que le projet se situe dans le périmètre urbain à proximité du noyau villageois de Lac-Carré, considérant que cet emplacement est desservi par l'Aqueduc et l'Égout, considérant que l'impact visuel de ce projet par rapport à Lac-Carré doit être encadré, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation de zonage afin d'autoriser les modifications proposées dans une nouvelle zone créée au détriment de la zone HA 768, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'entreprendre la modification, considérant qu'un avis de motion a été donné le 6 avril 2021, considérant qu'un règlement est adopté le 6 avril 2021, considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours conformément à l'arrêt ministériel numéro 220-049 et qu'elle s'est terminée le 29 avril 2021, considérant que des personnes ont fait part de leur observation par écrit et que celles-ci ont été portées à l'attention des membres du conseil municipal, considérant que le conseil a procédé à l'analyse des observations et arguments apportés par ces personnes, considérant qu'un second projet de règlement est adopté le 4 mai 2021, considérant qu'un avis public adressé aux personnes habiles à voter intéressées présenter une demande d'approbation référendaire concernant le second projet de règlement a été publié et que 33 demandes valides ont été reçues pour la zone HA 768 et une pour la zone HP 770, considérant que des copies du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la présente séance, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le second projet adopté et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement 194-59-2021, amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de modifier le plan de zonage et d'ajouter une nouvelle zone résidentielle au détriment d'une partie de la zone HA 768. Que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, à 11.3, c'est le second projet de règlement amendant le règlement de zonage. À ce stage-ci, j'aimerais spécifier qu'on a eu beaucoup de questions pour ce dossier-là qui ont été posées, comme je disais au début de la réunion. Mais je pense qu'à la lecture de la résolution, vous allez avoir votre réponse. Donc, M. Lauzon, je vous invite à lire la résolution. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin d'ajouter la classe d'usage gros, lourd et activités para-industrielles C9 et de retirer les usages résidentiels dans une partie de la zone HA 744 et de retirer les usages parcs, terrains de jeux et espaces naturels et récréation extérieure des zones HA 744 et I 745, considérant que le comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro 2561-03-2021 a recommandé au conseil municipal d'entreprendre la modification du règlement de zonage 194-2011 afin de permettre la modification de la zone HA 744, considérant qu'un avis de motion a donné le 6 avril 2021, qu'un projet de règlement a été adopté le 6 avril 2021, considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours conformément à l'arrêt ministériel numéro 220-049 et qu'elle s'est terminée le 29 avril 2021, considérant que des personnes ont fait part de leur observation par écrit et que celles-ci ont été portées à l'attention des membres du conseil municipal, considérant qu'une pétition signée par 1658 personnes a également été déposée à l'encontre de ce projet de changement de zonage, considérant que le Conseil a révisé sa position en rapport avec ce projet de modification réglementaire en raison des impacts négatifs sur le secteur villageois, sur la qualité du paysage et sur l'expérience globale d'utilisation du parc linéaire dans le secteur. Je propose de ne pas adopter de second projet de règlement et d'abroger la résolution 110-74-04-2021
par laquelle le Conseil municipal adoptait le 6 avril 2021 le projet de règlement 194-58-2021. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 11.4, signature d'un protocole d'entente entre la municipalité et IMO Nord Incorporé. Monsieur Lauzon. Considérant que la municipalité, par sa résolution 111-09-05-2021, a approuvé le projet de lotissement majeur de IMNOR Inc., considérant que le projet vise la mise en place de services publics sur le lot projeté, considérant qu'un protocole d'entente a été préparé par le service des travaux publics et que le service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant que certains points techniques relativement au drainage demeurent à être précisés, considérant que le requérant est en attente de certaines autorisations et attestations qui sont émises par d'autres organismes, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et IMNOR, dont copie est jointe à la présente résolution, pour en faire partie intégrante lorsque toutes les conditions suivantes auront été remplies. C'est proposé par M. Lauzon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. S'il vous plaît. 11.5, adoption de la politique de lavage des embarcations nautiques. M. Lauzon. Considérant que les plantes aquatiques exotiques envahissantes, telles que les myriophiles api, peuvent être introduites dans de nouveaux plans d'eau par l'activité humaine, considérant que les PAEE sont une menace de la biodiversité d'un plan d'eau et réduisent considérablement le potentiel récréatif de celle-ci, considérant que des mesures préventives doivent être prises afin de réduire les risques d'introduction des PAEE dans de nouveaux lacs de la municipalité, considérant que l'inspection et le lavage des embarcations est un moyen efficace pour réduire les risques d'introduction des PAEE, je propose d'adopter la politique de lavage des embarcations nautiques dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'affecter pour la réalisation de ce projet la somme de 2 000 provenant de surplus libre. Excusez-moi, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est parfait. Maintenant, allons à sécurité publique. Merci, M. Lauzon. Sécurité publique et services d'incendie, à 12.1, c'est l'octroi d'un contrat au groupe Sécurité Incorporé. M. Bédard. Considérant que la municipalité souhaite octroyer un contrat de patrouille municipale pour la saison estivale 2021, considérant l'offre de groupe Sûreté Incorporé, je propose d'octroyer un contrat de patrouille municipale à groupe Sûreté Incorporé pour un montant maximal de 16 000 taxes incluses et d'affecter pour la réalisation de ce projet la somme de 16 000 provenant du surplus et la somme de 4 000 provenant du surplus subvention COVID pour les mesures de sécurité particulières reliées à la pandémie. J'ai une petite question là-dessus, monsieur. Oui, allez-y. Le contrat est de 16 000 et on prend 16 000 du surplus et 4 000. Surplus libre, c'est ça. Monsieur Bélanger, Monsieur Bélanger, voulez-vous compléter, s'il vous plaît? Votre micro est fermé. Monsieur Bélanger, je m'excuse, votre micro est fermé. Ou Mme Gauthier. Voilà, excusez, voilà. Je vais vous fermer tantôt. J'étais pour prendre la relève, là. Le contrat saisonnier pour la patrouille saisonnière, comme on le fait depuis plusieurs années, est de 16 000. On le prend dans le surplus libre. Et on s'approprie aussi 4 000 du surplus COVID pour les autres activités qui ne sont pas couvertes par le contrat, qui sont des activités soit comme le prochain événement, le 24 juin, là, il y a une activité particulière. Et puis, on a demandé qu'il y ait des patrouilles sur les lieux pour assurer un peu plus de sécurité dans le contexte qu'il y a quand même des mesures sanitaires. Là. Fait que c'est un contrat de 16 000 à partir du surplus libre, plus un octroi de 4 000 de plus que vous faites du surplus COVID pour les autres activités qui ne sont pas couvertes dans ce contrat-là. Je vous remercie beaucoup, M. Bélanger. Là. Vous éclairez ma lanterne. Merci. C'est pour ça qu'on est là. Parfait. Merci, M. Bélanger. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 12.2, c'est une nomination des agents dans le cadre d'un contrat de service. M. Bédard. Considérant que la municipalité a octroyé à Groupe Sûreté Incorporé un contrat pour des services de patrouille pour la période estivale 21
que la municipalité souhaite que les employés de la compagnie Groupe Sûreté puissent délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application de certains règlements municipaux. Et considérant la liste des employés attitrés à la municipalité pour le service de patrouille est jointe en annexe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, je propose de nommer les employés de la compagnie Groupe Sûreté Incorporée à titre d'officiers municipaux pour l'application des règlements mentionnés ci-dessous. Le règlement de brûlage, le règlement de nuisance, le règlement de la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, et d'autoriser les employés de la compagnie Groupe Crête à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute position de règlement mentionné ci-dessus et les autoriser en conséquence à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin, et de nommer les employés de la compagnie Groupe Crête à titre de fonctionnaires désignés pour les fins de l'administration et de l'application de la réglementation d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement 193-2011 sur l'application et l'administration de la réglementation d'urbanisme. Oui, je suis d'accord, mais le groupe Crête, je ne vois pas ça, moi, dans ma résolution. On parle du groupe Sécurité Incorporée. Eh oui, excusez-moi. C'est un lapsus. C'est un lapsus, OK. Donc, remplacer le groupe Crête par le groupe de Sécurité Incorporée. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Allons passer au sport, loisirs et culture. Embauche de moniteur pour le camp de jour, M. Bédard. Non, on va essayer de toffer jusqu'au bout. OK. Considérant le camp de jour sera offert cet été par la municipalité pour une période de 8 semaines, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'embauche de moniteurs, considérant que suite aux entrevues individuelles, le directeur des sports, loisirs, culture et vie communautaire recommande au conseil l'embauche de Loïc Paquin, Maïna Azurdia, Nathan Roy, Pédachi, Nicolas Lauzon, Olivier Tessier, Isabelle Sainte-Marie, Angélique Séguin et Justin Lavigne. Je propose d'embaucher à titre de moniteur du camp de jour qui se déroulera du 28 juin au 20 août 2021, plus les journées de formation qui se tiendront au préalable en juin, les personnes suivantes. Loïc Paquin, Nathan Roy, Pellacci, Olivier Tessier, Angélique Séguin, Manaya Azurdia, Nicolas Lauzon, Isabelle Sainte-Marie, Justin Lavigne. Cependant, considérant les circonstances entourant la pandémie liée au coronavirus, cette embauche pourrait être annulée ou la durée écourtée le cas échéant. Les conditions de travail sont fixées conformément à la convention collective. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Maintenant, 13.3, c'est l'embauche de Mme Marie-Soleil Grève au poste d'intervenante au parc de la gare. C'est Mme M. Bédard. On a-tu passé? Passé le 13.2. Oui, excusez-moi, je reviens. Le 13.2, j'ai été trop vite sur mon pitonnage. Donc, c'est l'octroi d'aide financière à la Maison des Arts. Mme Lalonde. Considérant que la Maison des Arts Saint-Faustin demande à la municipalité une aide financière pour le maintien de sa signalisation de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, je propose d'octroyer à la Maison des Arts de Saint-Faustin une aide financière au montant de 1 155,41 par année pour 3 ans, soit 2021, 2022 et 2023, lesquels le montant représente les 2/3 des coûts de la signalisation pour chaque période, de tout payable à la Maison des Arts sur présentation de la facture émise par Alliance de l'industrie touristique du Québec, d'autoriser le versement budgétaire suivant au montant de 1 155,41 $. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Oui, oui. Maintenant, à 13.3, enfin, on va y arriver, c'est l'embauche de Mme Marie-Soleil Grève au poste d'intervenante à la gare. M. Bédard. Considérant que le service des sports, loisirs et culture souhaite combler le poste temporaire d'intervenante au parc de la gare, considérant que M. Christian Lecomte, directeur du service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, recommande l'embauche de Mme Marie-Soleil Grève au poste temporaire d'intervenante au parc de la gare pour la période estivale, je propose d'embaucher Mme Grève au poste temporaire d'intervenante au parc de la gare pour la période estivale 2021 pour une période de 12 semaines, du 15 juin au 20 septembre 2020, 2021 sans doute. Oui, une coquille. Ouais. OK. Ça va être corrigé.
Je ne connais pas, qu'on ne met pas un lapsus à ce coup-là. Vous êtes allumé, M. Bédard. Cependant, considérant les circonstances entourant la pandémie liée au coronavirus, cette embauche pourrait être annulée ou la durée écourtée, le cas échéant. Le salaire et les conditions de travail de l'intervenant à la gare temporaire sont fixés conformément à la lettre d'entente numéro 26 intervenue avec le syndicat. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon, parfait, merci. C'est ce qui m'a fait à la réunion. Maintenant, au tour de table auprès des conseillers, Monsieur Lauzon. C'est beau pour moi, monsieur. C'est beau. Madame Lalonde? C'est beau pour moi, M. Brisson. OK. Madame Oster? C'est beau pour moi, M. Brisson. Monsieur Levert? Juste un petit mot pour vous féliciter d'avoir bien dirigé cette séance, M. Brisson. Merci beaucoup, surtout à court terme. J'ai essayé de faire mon possible. Monsieur Bédard? Ah, je n'ai rien à rajouter. Là. Je souhaite bonne nuit à tout le monde. Parfait. Moi, j'aimerais juste revenir à un petit point sur l'article, c'est-à-dire la résolution 11.3, le changement de zonage. Je tiens à remercier principalement l'administration et les conseillers qui sont allés sur les lieux, qui ont été plus qu'une fois, qui ont été chercher de l'information et qui ont rapporté au conseil réellement ce qui se passait sur le terrain et que la décision s'est prise de façon unanime. Et j'en suis très content et je tiens à vous féliciter. En part ça, c'est tout pour moi. Est-ce que Mme Gauthier, vous avez quelque chose à rajouter? Non, ça va aller pour ça. Parfait. Monsieur Bélanger? Non, c'est beau, merci. Parfait. Bien, ça m'a fait à la réunion et je dis bonsoir à tout le monde. Et c'est tout. Merci. Un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Ah oui, merci. Un proposeur, s'il vous plaît, pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer. Proposé par Mme Oster, s'il vous plaît. C'est bien. Merci beaucoup et bonsoir.